Izzy Morgenstern, bonjour. Bonjour. Alors on a entendu un extrait d'une chanson de Lou Reed, It's a Perfect Day, et je ne sais pas pourquoi Lou Reed, qui était un chanteur très connu décédé juif, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé à lui et à Rothko. J'ai toujours trouvé que sa voix correspondait bien à ce peintre dont vous allez nous parler largement aujourd'hui, puisque notre émission est consacrée à ce peintre aussi célébrissime. Alors, il est né en 1903. Il est mort en 1970, donc en fait, c'est pas un peintre si ancien que ça. Non, c'est un peintre du XXe siècle. Du XXe siècle. Et il est né à Daugavpils, c'est ça ? Qui est aujourd'hui en Lettonie. Et comme bon juif se doit, il est parti aux États-Unis et il est mort à New York. Alors, Izzy, on sait qu'il a peint dans ses ateliers des toiles immenses qui racontent un peu une vision du monde un peu qu'on connaît pas et qui vont bouleverser un petit peu la peinture moderne, en tout cas le regard qu'on porte à la peinture moderne. Alors moi, ma première question, c'est comment vous avez rencontré l'œuvre du peintre Mark Rothko. Vous en parlez souvent. Quand on pense à Izzy Morgenstern, Rothko revient. Rothko a occupé une grande partie de mon temps de travail. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, j'ai vu l'exposition dont j'ai su après que c'était une exposition exceptionnelle en 99 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'était j'y suis allé parce que quelqu'un m'a conseillé d'y aller. C'était pas une initiative. Je connaissais mal Rothko. Et je suis tombé en haut d'un escalier sur une de ces toiles immenses où, dans une sorte de stabilité légère, des blocs de couleurs reposent horizontalement, donc ce qu'on connaît de Rothko, comme maintenu par une pesanteur inconnue. C'est-à-dire, c'est à la fois abstrait et ça parle. On a l'impression qu'il veut nous dire quelque chose qui n'est pas formel. C'est-à-dire, c'est pas un peintre formaliste. Il a dit souvent, je suis pas abstrait, je raconte quelque chose. Et donc, j'ai regardé l'exposition. Vous avez un coup de foudre, Izzy, je coupe juste pour savoir, parce que. Oui. Ah, c'était un coup de foudre total. En ce qui concerne Rothko, je rencontre beaucoup de gens qui ont eu un coup de foudre. C'est-à-dire, Rothko est pas un peintre qui laisse indifférent. Pardon. Et on a d'un seul coup le sentiment d'une immense proximité, d'un sous-texte, d'une certaine chaleur aussi, quelque chose qui vous parle à vous. Donc, et en parcourant l'exposition, j'ai vu donc qu'il était né en Lettonie, à quelques kilomètres de là où est née ma mère. Donc c'était un juif balte. Oui. Et j'ai vu aussi qu'il était juif. Ça m'avait un peu échappé. Et en regardant les tableaux, je me suis dit, on voit que c'est un peintre ou juif ou un peintre du judaïsme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, Chagall est un peintre juif, il a utilisé des figures bibliques, mais il lisait la Bible en yiddish. C'est pas un peintre du judaïsme. Un juif balte, c'est un juif de l'étude. Enfin, après, c'est un grand débat quand on sait que finalement l'art n'a pas le droit d'être représenté au sens biblique et au sens. Les tableaux de Rothko sont abstraits. J'en dirai quelques mots après. Mais l'art est interdit dans la Bible, il me semble. Oui, mais la question qui se posait, c'était de raconter sans figure quelque chose de l'ordre de l'au-delà ou de la transcendance. Et donc, dans sa biographie, j'ai appris, et puis j'y suis allé sur place pour travailler. J'ai demandé à France 5 de me commander un film que j'ai fait, donc sur Rothko. Et ça m'a permis de travailler 3 ans sur lui. Et donc, j'ai appris qu'il était allé au Cheder. Il avait étudié la Bible, le Talmud, et qu'il connaissait la Kabbale. Tout ça me convenait tout à fait, parce que moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est a priori pas l'image qu'on a de ce peintre. Du tout, du tout. Oui. Et à partir de là, j'ai eu une piste pour creuser. Je suis allé voir son fils pour qu'il m'aide et qu'il me donne les droits à New York. C'était le 11 septembre. Donc, je suis resté coincé dans un avion au sol pendant une semaine avec mes deux... Pas dans l'avion, rassurez-moi. Dans un avion, mais pas celui-là. Oui, d'accord. Et j'ai commencé à travailler sur Rothko sur cette piste. C'est-à-dire, puisque j'ai vu qu'il était
et juif, et qu'il s'intéressait de très près au judaïsme, qu'il avait un programme pictural issu du judaïsme. C'est peut-être le seul. J'ai travaillé là-dessus. Et c'est le sujet de notre rencontre. Alors, effectivement, les parents sont pharmaciens, c'est ça? Alors, c'est une chose importante à noter, parce qu'on va un peu raconter sa vie. Il vient pas du shtetl, ni du ghetto. Ses parents ont fait des études tous les deux. C'est des juifs maskilim de la Haskalah. Ils sont pharmaciens tous les deux. Ils se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg, à l'université. Ils sont hébraïsants, ils parlent yiddish et ils parlent russe. Et c'est des gens lettrés. Le parallèle avec son voisin, qui est né à peu près à la même époque, Lévinas, dont les parents étaient libraires, est évident. Ce sont des juifs de l'étude, mais pas religieux. Contrairement à Singer, qui était aussi aux États-Unis Singer, et que vous connaissez juif, bien, qu'on abordera peut-être dans ses portraits juifs. Non, il n'est pas dans cet univers-là. C'est pour ça que je reviens sur Lévinas, on en dira quelques mots, parce que c'est un juif balte. Et les juifs de l'étude, on n'en a presque plus maintenant. Et donc, on a du mal à se représenter le degré d'intellectualité et d'abstraction qui était le leur. Donc, il a fait ses études. J'ai fait de nombreuses conférences sur Rothko, je suivais les expos après, et enfin, sa famille a lâché du matériel qu'il voulait pas mettre en circuit dans les expos. Il écrivait des poèmes en hébreu. Il a décoré une Bible hébraïque. Il travaillait pour un rabbin qui faisait du porte-à-porte et vendait des Bibles. Donc, il a enseigné pendant 20 ans dans une école juive de Brooklyn. Il leur faisait décider aux enfants des passages de la Bible. Donc c'est quelqu'un qui était très ancré dans le judaïsme. Il s'appelait Rothkovitch. Il a eu cette idée absolument géniale de couper le nom et faire Rothko et non pas Roth. Des Roth, il y en a beaucoup. Des Rothko, il est le seul. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que les Juifs de l'Est, quand ils arrivaient aux États-Unis, il changeait de nom. Absolument. C'est étrange. Toute sa famille porte des noms de type Smith ou comme ça. C'est-à-dire, il a conservé ce nom aussi parce que ses parents étaient partis avant, en tout cas son père, à Portland dans l'Oregon, puis il est mort quand lui est arrivé à 10 ans. Et il avait donc une sorte de dette. Il n'avait pas bien connu son père. Enfin bref, tous ces drames de l'exil. Alors dites-moi, il aura une exposition à Varsovie ? Il a eu une expo. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup d'années, et après le film, et puis Rothko maintenant est devenu du domaine public pratiquement. Il y a eu une expo à Varsovie. J'ai fait cette conférence dont je vais parler sur Rothko, peintre juif, à l'ouverture de l'expo et à la clôture de l'expo. Il y a eu pareil à Londres, pareil à New York, pareil à Tel Aviv, il y a eu une expo. Oui. Et là, il y a eu une expo à Vienne, en Autriche. Il y a des toiles au musée d'art moderne de Tel Aviv, je me demandais. Oui, il en a laissé, mais pas les meilleurs. Pas les meilleurs pour des raisons aussi économiques, ils les ont pas achetés. Pareil pour Centre Pompidou. Centre Pompidou, un peintre abstrait américain, ils vont quand même pas acheter des toiles de lui, donc ils en ont pratiquement pas. Elles sont très chères. Alors, il est connu tout de suite, Marc Rothko. Il a été connu assez rapidement. Il a eu une expo au MoMA, donc à New York, et il était le premier peintre américain vivant, parce que Pollock était décédé, à avoir une expo au MoMA. Et il était invité à l'intronisation, entre guillemets, de Kennedy. Ah oui. Il faisait partie des personnalités artistiques qualifiées. Donc il est mondain un peu, comme ça, dans sa vie, non ? Absolument pas. D'accord. Il était un ours, quelqu'un qui restait toute sa journée à peindre. Dépressif, comme beaucoup de peintres qui sont tout seuls, et parce qu'il était russe et qu'il buvait beaucoup de vodka. Donc il n'avait pas de vie mondaine. Mais, et puis, il avait quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. Il pensait que ce qui était le moteur de sa période, donc on connaît, abstraite, quand il est passé de la figuration à l'abstraction, était irracontable. C'est après la guerre, il décide que ceux qui ont échoué à sauver les Juifs, c'est-à-dire les Lumières, la modernité, la figuration, tout ça, ne méritent plus d'être représentés. Donc il renonce à ces discours universels qu'il avait avant en peinture, la mythologie grecque, et il passe au programme pictural du judaïsme. Mais c'est pas racontable, parce que
personne ne le comprend. Alors, est-ce que la période abstraite s'est produite chez lui comme d'autres peintres modernes, je pense à Dali par exemple, ou à d'autres, qui ont commencé par faire du figuratif? Ah oui, tout à fait. Est-ce que chez Rothko, il y a aussi ce parcours? Il y a une très longue période, et figurative, et après mythique, mythologique, il peignait des figures grecques. Ah oui? Il dit qu'il a cru à un moment, avec des amis peintres avec qui il était associé, il discutait quand même au bistrot, ils allaient beaucoup au bistrot. Il cherchait comme un juif et non pas comme quelqu'un qui s'est rallié au judaïsme. Il discutait d'un discours universel possible. C'était un juif des Lumières. L'antisémitisme qu'il a connu en Lettonie et aux États-Unis. Le poussait à être un juif des Lumières. Il a été progressiste, il a donné des toiles pour soutenir le combat des républicains espagnols. Mais après la guerre, ça se faisait, enfin, c'était les artistes étaient de gauche. Mais après la guerre, le choc de la Shoah lui a fait abandonner tout discours universel et il est passé à la maison. On marque une pause, Izzy Morgenstern, et on se retrouve tout de suite après avec Marc Rothko. Et on se retrouve pour la seconde partie de notre émission consacrée à Marc Rothko, le peintre, avec Izzy Morgenstern. Alors, on parlait de Marc Rothko, évidemment, de son art, de ses tableaux, et il était aux États-Unis. Et moi, je me demande, alors, est-ce qu'il est jamais venu à Paris comme plein de peintres, parce qu'il était très ami avec Soulages, par exemple? Il est venu, entre autres, il a rencontré Soulages plusieurs fois. Une petite anecdote, Soulages est allé aux États-Unis dans les années 50 et il a rencontré toute la bande donc de Pollock, Motherwell, Rothko. Ils étaient ensemble, ils l'ont accueilli. Et il a tout de suite fait une forte impression. Et Rothko, qui était donc quelqu'un qui avait un caractère un peu entier, s'adresse à lui et lui dit « Ah, l'Europe, ces camps de concentration, l'extermination des Juifs. » Soulages, qui est né dans l'Aveyron et qui a strictement rien à voir avec ça, l'a très mal pris, qu'il soit agressé sur un sujet. Mais ça a créé des liens. Ils se sont retrouvés et ils s'appréciaient énormément. Et Soulages, j'ai été l'interviewer quand j'ai fait le film pour lui demander. Ils se sont vus plusieurs fois. Ouais. À Paris, essentiellement. Et je voulais lui faire parler de la spiritualité dans l'art, entre guillemets. Ils ont tous les deux peint des chapelles. Et Rothko aussi? Oui, la chapelle de Houston. Une chapelle, c'est toute une histoire, mais bon. Donc c'est étrange, puisque vous le définissez quand même, on va y venir tout de suite, comme le peintre du judaïsme. Même la chapelle, ouais. Il a fait supprimer la flèche. Les chapelles ont une flèche. Et il a dit, chez moi, la transcendance est horizontale. On revient à Lévinas. Et là, c'est une chapelle à toit plat. Et donc, avec Soulages, il m'a regardé d'un drôle d'air. C'était il y a quelques années, quand le musée à Rodez a été inauguré. Il a dit, quand il venait chez moi, il me demandait des blinis et de la vodka. Pas un mot sur la peinture. Et bon, je peux le comprendre. Oui. Voilà, en fait, ce sont des humains, finalement. Oui, non, mais surtout, il voulait pas m'en parler. C'est ça. Donc, oui. Voilà. Et il a, comment dirais-je, ce programme pictural qu'il a abordé à partir de 48-49 a pris, et c'est assez étrange pour des gens qui pensent que le judaïsme n'a pas de programme pictural, des éléments issus du judaïsme et non pas du fait qu'il était juif. Je les donne rapidement. S'il y a des gens que ça intéresse, on donnera le site où on peut les lire. Bien sûr, donnez-le. Ça a été publié et tout ça. Le flou, qu'il appuie sur l'épiphanie divine, c'est-à-dire la rencontre entre Moïse et Dieu, dans un nuage, une nuée. C'est tout le passage du Sinaï. Donc, ces tableaux qui n'étaient pas flous deviennent flous. D'accord. Ensuite, ils sont symétriques par le milieu, tous, de cette période abstraite. C'est-à-dire, ils sont structurants, et non pas, comme Kandinsky, ouvrent. La première question que m'avait posée le fils Rothko pour savoir si j'étais la bonne personne pour faire le film sur lui, il m'a dit, d'après vous, c'est un peintre classique ou un peintre moderne? Et j'ai dit classique, évidemment. Il a dit, c'est bon. Donc le fait que ce soit cadré. L'usage des couleurs, il l'a dit plusieurs fois, je suis pas coloriste. Les couleurs, ce sont des personnages. Il a fait du théâtre avec Clark Gable. Il était comédien. Oh. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que l'univers du théâtre, je le connais, donc ça m'a aidé. Il utilisait les couleurs
comme quelqu'un comme un ensemblier. C'est-à-dire, il mettait une couleur, et après, il faisait rentrer une autre couleur, et il regardait comment ils vont, comme dans un couple. Et à ce moment-là, les couleurs étaient utilisées comme dans la Kabbale, c'est-à-dire, elles sont une information sur l'au-delà, et non pas une information sur lui. Il disait, un peintre ne doit pas parler de lui-même. Un peintre doit parler du monde et de l'au-delà du monde. Donc tout ça lui permettait de travailler avec les outils du judaïsme. Il y a encore d'autres outils. Il accrochait les tableaux très bas pour qu'il y ait un vis-à-vis, que les gens qui regardent les tableaux se trouvent en face de quelqu'un et non pas en hauteur. Donc en fait, pour vous, c'est le peintre du judaïsme. Alors, qui a utilisé les outils picturaux du judaïsme. Dans ses toiles, et à la différence, par exemple, de Chagall, qui est quand même... Qui est un peintre de la vie juive, et qui utilise... Donc Rothko, c'est plus subtil, c'est abstrait, parce que c'est cérébral. C'est un peintre, Rothko, qui lisait Platon, qui lisait Nietzsche. C'était un intellectuel qui peignait. Et je suis allé plusieurs fois à Daugavpils, il y a maintenant un musée Rothko là-bas. La famille a donné des toiles. C'est une ville balte. On n'est pas du tout dans l'univers du shtetl, on n'est pas du tout dans l'univers du chassidisme. Ça serait difficile de savoir comment est l'univers du shtetl maintenant, mon cher Izzy, il n'y en a plus. Si, parce qu'ils chantent et ils dansent, même quand ils ne sont pas là-bas. Alors que Rothko ne fait pas partie du judaïsme qui chante et qui danse. D'accord. Alors, Izzy, il y a un texte de Marc Rothko, je crois, et à son ralliement au judaïsme qu'on peut trouver, j'imagine, sur Internet. Il y a plusieurs choses. Les écrits sur l'art de Marc Rothko ont été publiés en français. Mais il parle très très peu, voire pas du tout, du judaïsme dedans. On le comprend, mais il n'en parle pratiquement pas. Et moi, mon texte, qui sert de conférence que j'ai donné dans tous les endroits et tous les musées cités, y compris au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a quelques années, on le trouve sur un site, on le trouve dans une revue, mais qui, elle, est épuisée, et on le trouve sur un site qui s'appelle... il faut faire une recherche sur Esprit Nomade, Esprit au pluriel et Nomade, tout collé, .net, et mettre Rothko ou Morgenstern. Moi, ce que je voulais vous demander, pour terminer cette question de Rothko et de son judaïsme, on a compris qu'il était juif, qu'il a toujours été attaché aux valeurs du judaïsme. Par contre, dans son travail de peinture, dans sa peinture, j'ai l'impression, en vous écoutant, Izzy Morgenstern, qu'il faut l'accompagner par des textes, vos textes, peut-être ceux de Lévinas, qui a écrit sur lui. Non, il n'a pas écrit sur lui, il a écrit sur la peinture. Sur la peinture, mais indirectement, donc voilà. Il a dit une chose épouvantable, Lévinas, dans un texte qui s'appelle La réalité et son ombre, où il flingue la peinture, il n'y a pas d'autre mot. Il dit « La Joconde sourira comme une niaise jusqu'à la fin des temps ». C'est-à-dire que le problème que Rothko voulait, et qu'il a traité, c'est qu'il y ait de la marge et donc que les gens puissent, dans cette marge de ces tableaux, s'investir comme si un infini était possible. Or, le reproche que fait Lévinas, c'est que les tableaux sont finis, c'est-à-dire qu'on a affaire à une image qui empêche tout infini. C'est ça son texte. On peut l'accompagner, mais comme souvent pour des œuvres d'art, on n'est pas obligé. C'est-à-dire, on a un intérêt pour Rothko qui est un intérêt mondial, je peux le dire. Par contre, quand je donne mes conférences sur les outils beaucoup plus développés, j'en ai fait une à l'école normale supérieure, où j'indique tous les éléments qu'il a pris du judaïsme pour peindre. Par exemple, ceux que j'ai donnés, le flou, la structuration par le milieu, accrocher les tableaux en bas, le langage des couleurs, qui vient de la Kabbale et qui n'est pas un mode d'expression. Le fait que ces tableaux soient monochromes au fond, c'est-à-dire que les bandes polychromes, horizontales, l'horizontalité fait partie du judaïsme, en tout cas de la transcendance juive, le tableau est monochrome au fond. C'est-à-dire vous savez qu'il y a quelqu'un derrière. Au fond, c'était un bon exemple de prendre Marc Chagall, qui est au fond son opposé complet. Complet. Bien qu'il soit né pas loin. Mais né pas loin, Marc Chagall est né dans un environnement chassidique et Rothko, non.
Non, pas du tout même. Hein. Il n'y a pas de violon sur l'étoile de Rothko. Aucune. Absence totale d'instruments. Alors, Izzy, on va bien sûr parler de tout ce que vous avez écrit. Il existe un film, à tout hasard. Bah oui. Mais le film parle peu du fait qu'il est juif. C'était un film que j'ai fait pour France 5, qu'on trouve en DVD. Peu importe, c'est un film sur Rothko. Non, mais sur France 5, je ne me suis pas beaucoup étalé sur le fait qu'il était rallié au judaïsme. Sur Chagall, donc, on peut parler, les gens savent ce que c'est la musique klezmer et tout. Le judaïsme, ça reste une énigme pour beaucoup de monde. Et donc, le film s'appelle Marc Rothko, un humaniste abstrait. Aux éditions Montparnasse, on le trouve. Et donc, et les tableaux, 70 tableaux sont dans le film. Et c'est assez impressionnant. Alors, Izzy Morgenstern, si vous aviez, vous, à retenir, je vais dire, 2 ou 3 tableaux de Marc Rothko qu'il faudrait absolument voir, et l'essence la plus importante de ce peintre au niveau de ce qu'il a fait, vous diriez quoi, comme vous citeriez quel peintre, quel tableau de Marc Rothko et qu'est-ce qui vous vient comme ça in extenso de lui? Le tableau que j'ai utilisé pour la couverture de mon DVD, qui est un peu rare, qui est pas pétant de couleurs, et qui est donc le numéro 1153, Untitled, ils étaient tous sans titre, qui est de 1953. Évidemment, les tableaux de la chapelle. Ouais. Il a fait des tableaux, il a décoré cette chapelle, et c'est Deménil, donc, qui a passé commande. C'est une chapelle catholique. C'est inouï, hein, c'est quand même l'anti tout ce qu'on a connu dans les chapelles italiennes. Absolument. Et ils étaient assez effrayés, ils ne savaient pas quoi faire de la chapelle quand ils l'ont reçue. Et Rothko leur a dit, je vous avais prévenu, j'emmenais ma mère à la synagogue, je ne suis pas catholique. Et depuis, ils ont du mal à l'utiliser, parce que ils n'en ont pas voulu quand elle a été inaugurée. Rothko s'était suicidé, était mort. Ah, il s'est suicidé. Quand il a fini le travail de la chapelle, il s'est suicidé. Et donc, toutes sortes de raisons, mais qu'on n'a pas le temps de raconter. Et donc, ils ont dit, on va essayer de le placer à quelqu'un d'autre. On ne pourra jamais faire de messe là-dedans. Et ils ont dit, mais c'est super pour les bouddhistes. Donc, ils ont mis les bouddhistes, c'était à Houston, à la sortie de la ville. Et les bouddhistes, au bout d'un certain temps, en ont eu marre. Ils ont décidé que c'était une mosquée. Les musulmans sont venus. Ça ressemble à une mosquée, mais n'ont pas voulu rester. Et là, c'est un lieu de concert pour la musique contemporaine. Et la synagogue, non. Non. Izzy, on a 1 minute, juste une phrase que vous retenez de l'œuvre de Marc Rothko qui vous vient. Ça serait quoi? Il n'existe pas de bonne peinture à propos de rien. C'est une très belle phrase. Merci beaucoup, Izzy Morgenstern. La prochaine fois, c'est Lazar Zamenhof, l'inventeur de l'espéranto. Ouh, là, c'est tout un monde. Hein. Un autre monde. Merci, Izzy. Au revoir.